Salut YouTube, je partage avec toi cet échange que j'ai eu récemment avec Thibaut. Thibaut qui a utilisé mes ressources autour de la préparation physique dans le rugby pour mettre en place des entraînements extrêmement intéressants et pertinents pour l'équipe ou les équipes avec lesquelles il travaille. Thibaut est kiné et maintenant préparateur physique également en rugby. Donc voilà, sans plus attendre, mon échange avec Thibaut. Avant d'y aller, si tu es intéressé à avoir accès à toutes ces ressources à un endroit de manière condensée, parce que là, elles sont un petit peu éparpillées partout au niveau de mes différents réseaux sociaux, mon site, etc. Si tu voudrais avoir une version condensée de toutes ces ressources préparation physique pour le rugby, n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire. Si j'ai assez de commentaires de la part de la communauté, je ferai un petit effort pour condenser tout ça, centraliser tout ce contenu sur la Upside Strength Academy. Voilà, donc maintenant on y va, on va regarder cet échange avec Thibaut. Ciao. Je me réjouis de voir ce que tu nous as concocté. Peut-être pour ceux qui vont regarder cette vidéo après, donne-nous un peu de contexte sur qui es-tu et que fais-tu et ce dont on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. Bah, écoute, d'abord, merci à toi pour le contenu que tu proposes en accès libre sur la préparation physique du rugby. C'est notamment ça qui m'a inspiré pour mes interventions. Super. Donc moi, je suis kinésithérapeute au début, kinésithérapeute du sport depuis 2017. J'ai travaillé en tant que kiné dans différents clubs de rugby, en Fédéral 2 masculine, puis en Élite 1 féminine. Mm. Ça, c'était en région parisienne. Ok, D'abord avec Gennevilliers, puis avec le Stade français féminin. super. Suite à ça, j'ai commencé aussi beaucoup à m'intéresser à la préparation physique. Donc, je me suis formé en prépa physique en 2019-2020. Mhm. J'ai pu réaliser un stage avec les Espoirs au Stade français pour mon cursus de formation en prépa physique. Et j'ai repris aussi un peu avec les lutunes féminines, mais cette fois-ci avec la casquette de prépa. Ok. Donc en fait, ça a toujours été ces deux parties-là, kiné, prépa, qui me passionnent. Et mon sport de prédilection, c'est le rugby. Mm. Et du coup, c'est suite à ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser au contenu que tu proposais, et également parce que je bosse avec les gars de Training Therapy, Ouais, qui te connaissent, qui m'ont parlé de toi, et je crois que vous allez organiser prochainement un petit atelier ensemble. c'est ça, au mois de juin, ouais. Chez eux à Rennes, ça va être cool. Super. Donc voilà un peu l'historique. Super. Bah écoute, je m'étais dit que c'était sympa de faire un petit appel, vu que tu as utilisé, si je ne me trompe pas, les documents que j'avais mis à disposition, comme tu l'as dit, Ouais. gratuitement via la chaîne. Et c'est peut-être quelque chose que je pense formaliser et tu me diras ce que tu en penses, parce que vu que j'ai déjà ce contenu qui est fait, je pourrais très bien le mettre à disposition de manière un peu plus concrète sur mon académie pour que les gens puissent ensuite les utiliser. Mais du coup, voilà, peut-être parle-nous un peu de quelles ressources tu as utilisées principalement, quelles ont été les plus utiles. Et après, je ne sais pas si tu avais préparé ou tu avais quelques slides à nous montrer sur ce que tu avais fait, si tu veux, après. Je sais qu'on Ouais, en ça a parlé. marche. Ouais, Avec plaisir. Il faudra juste ok. que je switch à ce moment-là, je me remettrai sur l'ordi Ouais, pas de problème. euh, pour le partage d'écran, mais il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ouais, parlons un peu du rugby. Donc, le rugby, je ne travaille plus dans le rugby actuellement, juste pour qu'on soit clair. Mais quand je suis revenu du Canada, alors quand j'étais au Canada, encore il y a 5 ans de ça, j'ai travaillé un petit peu avec le club dans lequel je jouais là-bas, en termes de préparation physique, surtout sur du travail de renforcement dans la salle avec les gars, pas vraiment de travail de terrain. Ils avaient quelqu'un d'autre qui s'occupait de ça. Et à mon retour en Suisse, j'ai repris la prépa physique avec le club ici à Nyon, duquel j'étais chargé, autant pour les juniors, les seniors. J'ai travaillé un peu avec les féminines aussi. J'ai pu travailler avec l'Académie suisse, l'Académie nationale ici en Suisse avec les jeunes pendant 2 ans, collaborer avec mon frère aussi qui lui était coach en formation côté rugby plutôt que prépa physique. Et au Ok. travers de ça, bah, j'avais commencé à créer du contenu autour de ces entraînements et j'avais mis en place quelque chose que j'avais appelé, ça s'appelait comment, la méthode VEC, c'est ça? VEC, c'est ça, ouais. Vitesse, Vitesse, endurance, endurance, combat combat. avec en gros comme cadre très très simple comment on peut organiser une prépa physique pour un club qui n'a pas beaucoup de temps, qui a peut-être pas énormément de moyens, mais histoire qu'on coche toutes les grandes cases et qu'on fasse en sorte d'avoir le minimum requis pour pouvoir avoir une Ouais. certaine cohérence au niveau de cette prépa. Donc voilà, quelles ressources ont été les plus utiles à ton avis là-dedans que tu as pu retrouver Euh, dans ce que j'avais partagé? Déjà, ce que tu mettais en avant, c'était la prépa physique dans le rugby amateur. Et Mhm. ça, c'est des données qu'on trouve pas forcément facilement. C'est-à-dire que tu as beau suivre les réseaux sociaux, tu as beau te former, tu as beau lire, c'est beaucoup de contenu qui s'adresse à des clubs qui ont plus de moyens, plus de temps, Mhm. avec des gars qui sont souvent aussi plus entraînés. Mhm.
Et dans le rugby amateur, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que c'est des clubs qui ont des moyens limités, un temps limité pour développer la prépa physique. Ouais. Et ça, tu le mets bien en avant. C'est-à-dire qu'il faut pas que la prépa physique dans le rugby amateur bouffe la partie technique, la partie rugby, qui Ouais. reste l'élément le plus important. Ouais. Et effectivement, du coup, sur ton contenu, déjà, ça a commencé par ta vidéo YouTube méthode VEC, Mhm. qui dure une petite vingtaine de minutes et dans lesquelles tu expliques un peu ce principe autour de ces trois axes qui, selon toi, sont les axes de développement les plus pertinents, les plus Mhm. importants. Mhm. Moi, j'ai trouvé ça cool et d'ailleurs, j'ai utilisé finalement toute ta playlist rugby YouTube Ouais. avec pas mal de vidéos dessus. Je me suis régalé là-dessus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le contacter, on va échanger, je vais lui dire que moi, j'ai bien aimé ça. Et au début, pour être franc, je me disais, Sean, il doit du coup vendre du contenu pour les prépas physiques, pour les coachs dans le rugby amateur, enfin Ouais. plutôt pour les coachs qui voudraient optimiser la prépa physique. Donc, je me suis dit, écoute, je vais le contacter, on va voir ce qu'il propose. Et là, tu m'as répondu, bah voilà, tiens, écoute, je te file un support. Et c'est de ce support-là, après, que j'ai poussé pour finalement, en fait, dans ton support, tu as des playlists YouTube avec Mhm. des dizaines, voire des centaines d'exos Ouais. dédiés sur le combat, dédiés sur la Ouais. vitesse. Ouais. Donc, c'est trop cool. Ouais. Et effectivement, comme tu le disais, moi, j'ai décliné ça pour l'approprier à mon club, pour l'approprier à mes connaissances Mhm. et pour en faire des interventions ponctuelles. Super. Bah écoute, c'est vraiment la raison première pour laquelle j'ai créé ce contenu. Donc, comme tu l'as dit, j'ai rien à vendre côté rugby, en tout cas pas à l'heure actuelle, et c'est pas quelque chose que je développe, donc je pense pas que j'aurai quoi que ce soit à vendre là-dessus. Mais je pense que c'est dans l'esprit de ce que je fais en général. Si je vais le faire, autant qu'après d'autres puissent en bénéficier. Et c'est clair qu'il y a certaines choses que je vends, mais je ne veux pas tout vendre tout le temps parce que ça n'a pas de sens non plus. Et je pense que si on peut rendre une approche de la préparation physique cohérente, un peu plus accessible, en tout cas, encore une fois, pour le niveau amateur, parce que au niveau pro, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas la même logistique non plus, pas les mêmes moyens. C'est clair. Donc, il y a peut-être des problématiques différentes, mais pour le prépa physique en rugby amateur, je pense que c'est bien si on commence déjà à rendre commun l'approche de la préparation au combat et la préparation de la vitesse. À mon avis, l'endurance, on peut la développer de plein de manières différentes. Mais ces deux aspects-là, s'ils ne sont pas abordés en prépa physique, à mon avis, c'est un manque considérable. Donc, c'est cool de pouvoir mettre tout ça à dispo. Du coup, voilà, comment est-ce que tu as remanié cette méthode ou ce cadre, ce système VEC dans ton contexte? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as changé et pourquoi? Ok. Donc là, j'étais en région parisienne. Aujourd'hui, maintenant, je suis en région nantaise. Mhm. Nantes, grande terre de rugby. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même des choses. Et moi, je me suis rapproché d'un club à Nantes en cours de saison. Ouais, Et toi, finalement, il y a pas mal d'approches qui se font sur l'intersaison ouais, ou voire la préparation estivale. ouais. Donc ça sera pour le futur, là, l'été 2023. J'aimerais bien développer un peu les choses. Ouais. Mais finalement, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que avec ce club, je leur ai proposé des interventions ponctuelles sur la vitesse. Mhm. On a pris le groupe trois quarts et sur le combat avec le groupe avant. Bon, Mhm. même si c'est des qualités qui en soi auraient pu être transférables sur les deux groupes, là, il Ouais, fallait aussi cibler, même en termes de nombre d'effectifs. bien sûr. Et ce qui est appréciable aussi dans ton contenu, c'est que ça correspond à un club qui n'a pas forcément de salle de muscu à dispo. Ouais, Donc en fait, c'est de la prépa physique de terrain ouais. et sans matos spécifique, tu peux tout à fait bosser sur terrain. Mhm. Donc les deux grosses séances que j'ai développées en partant de tes contenus, c'était d'abord la séance combat. La séance combat qui s'adressait aux arrières, on partait en fait aux avant, pardon, on partait de la position de référence qui était le bear, Mhm. où tu venais vraiment travailler sur ce gainage, Mhm. duquel tu allais décliner des positions de plus en plus difficiles. D'abord de gainage. Mhm. Ensuite, la deuxième phase, c'était la phase de lutte. Mhm. Donc là où tu étais sur des ateliers qui s'orientent vraiment, qui se rapprochent de ce qu'on peut voir en entraînement de la lutte, Mhm. sur ces attitudes au combat, ces attitudes au contact, d'arracher de balles, de protection, de ruck, de déblayage, etc. Mhm. Et la troisième et dernière phase, c'était toute la notion de plaquage, toute la notion de placement, de positionnement, d'attitude, de vision. Mhm. Il faut savoir que ces séances, je ne les ai pas faites tout seul, je les ai co-conçues avec le coach. Je voulais absolument que le coach intervienne sur la construction des séances. Donc, Ouais, il a été super ouvert là-dessus. super. Et on s'est posé.
à partir d'une base de contenu, on a co-construit la séance. Ok. Donc ça, c'était pour la partie combat. Je pourrais la montrer sans Ouais. problème, voire la partager. Ouais, on regarde ça après. Pour la partie vitesse, pareil, j'ai voulu à chaque fois décliner en trois notions. Il y avait d'abord la notion d'agilité, donc tout ce qui était travail de pied, travail de cadence, travail de réactivité du pied. Mhm. Pareil, là, en m'inspirant aussi des playlists que tu as pu mettre sur YouTube. Mhm. Deuxième thème qui était autour de l'explosivité et de l'accélération que j'ai combiné en thème, parce qu'en fait, c'était des séances d'une heure, donc on ne peut pas non Ouais. plus trop déborder. Et d'ailleurs, c'est très demandeur physiquement. Les mecs, je les prends de 19h30 à 20h30 et derrière, ils s'entraînent. Ouais. Donc, tu peux pas non plus les cramer. D'ailleurs, sur de la vitesse, c'était un peu dangereux, entre guillemets, parce que la troisième étape, après l'explosivité accélération, c'était la Vmax. Mhm. Et Vmax, on a limité le nombre de répétitions pour pas trop les fatiguer. Et on Mhm. a voulu intégrer ça à du rugby. Ce que j'aurais fait différemment si je m'étais placé peut-être en intersaison, c'est que j'aurais pu reprendre un peu la progression dont tu parles, notamment utiliser soit des sprints un peu lestés, soit utiliser des côtes. Mhm. Mais là, on est en milieu de saison, les mecs Mhm. qui sont dans une phase importante de la saison. Des sprints, ils en ont déjà pas mal dans les pattes, donc on a Mhm. pu se permettre d'aller travailler à plat directement. Ouais, ok. Mais voilà, pour des moyens pédagogiques, à chaque fois, ces deux séances, elles étaient découpées en trois phases. Ouais, Je les prenais 5-10 minutes en briefing où je leur présentais la séance et ensuite on partait sur terrain avec le coach. super. Bah écoute, c'est top. Si tu veux, on peut regarder un peu les supports que tu as utilisés ou que tu as créés. Ouais, Et avec plaisir. Faudra juste que je fasse un. Soit je te les envoie tout de suite, je crois que tu en as un sur les deux, et tu les ouais, partages toi, soit je switch sur mon ordi. on fait comme ça. Alors envoie-le-moi par email, je l'ouvre tout de Ouais, suite et puis je l'affiche. je fais ça. Donc là, déjà, tu as le combat. Je pense que le combat, tu peux l'ouvrir. Tu me l'as déjà envoyé? Ouais, je te l'avais envoyé. Je vais te le renvoyer. Je te le remets tout de suite dans un mail. Et d'ailleurs, là, j'ai une troisième intervention ce soir qui est autour de l'échauffement. Ok. Et là aussi, c'est pareil, à la fin de ton doc VEC, Ouais. tu mets des ressources, notamment des liens vers tes pages de blog. Mhm. Et il y a notamment une ressource autour de l'échauffement au rugby. Ouais. Et en fait, là, l'objectif du coach, c'était de refonder un peu cette partie échauffement d'avant-match. Ok, super. Alors attends, je crois que j'ai retrouvé ce que tu m'as envoyé. C'est ça. Donc, on commençait avec une présentation en fait du combat, dans quelle situation c'était applicable, Ouais. quelles sont les qualités requises pour être efficace au combat. Donc là, on détaillait un peu avec les gars ce que c'est, gainage, force, vitesse, travail de renforcement spécifique, Ouais. endurance de force. L'idée, c'était aussi de leur laisser des ressources pour que eux puissent tout seuls bah, reprendre un peu la séance et aller développer des qualités spécifiques en Mhm. salle de sport, ce que là, on n'a pas, en salle de muscu, ce que là, on n'a pas fait. Ok, super. Les phases spécifiques dont je t'ai parlé, donc d'abord tout ce qui est travail de gainage, ensuite travail de lutte et ensuite travail de contact avec Mhm. intégration de la notion de chaos, d'incertitude, Ouais. une progression là-dessus. Je leur déroulais la séance, donc un échauffement que j'ai travaillé spécifiquement, les trois phases et on terminait par un petit conditioning, un WOD, un peu axé combat, un peu axé collectif, un peu axé rugby. Je trouvais que Mhm. c'était sympa à la fin de la séance de terminer par 5 minutes de conditioning. Ouais, de manière générale, je pense que c'est un très bon moyen de fonctionner quand on est dans un contexte un petit peu plus technique, comme ben, le rugby, qui demande quand même certaines positions, qualité, mouvement, etc. Des compétences techniques véritablement qui sont spécifiques au sport. C'est de vraiment d'aller du plus simple au plus complexe. Donc, commencer avec de l'isolation et ensuite passer sur de l'intégration pour essayer de faire en sorte que ces compétences se transfèrent et s'appliquent de manière concrète dans le sport qu'on est en train de pratiquer, quoi. C'est clair. Exactement. Il faut vraiment cette notion de progression. Je leur laissais des petits conseils avant qu'on passe sur terrain. Mhm. Ils pourraient répéter cette routine de gainage au moins 2 fois par semaine en autonomie Mhm. et à peu près 2 fois par mois, si possible, reprendre un peu de séances dédiées collectifs. Et je leur laissais du coup les playlists, les tiennes, Mhm. sur le gainage et sur les travails de lutte, de Ok. manière à ce qu'ils puissent aller checker tes vidéos et reprendre les exercices. Super. Et ensuite, il y a prépa physique dédiée. Ouais, quelques petits conseils pour aller plus loin, la salle de sport. Pas hésiter, voilà, à aller travailler sur les membrnes, sur les membres sup, sur le gainage. Je leur disais que
C'était des choses qu'on verrait pas ensemble, mais s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent continuer ce travail à la salle de muscu, Mhm. quelques petits axes. L'idée, C'est c'est clair. toujours l'autonomisation, hein, sur le rugby amateur. On n'a pas C'est beaucoup clair. de temps, donc C'est tu sais clair. comme ça. C'est mieux s'ils peuvent faire un peu de travail de leur côté. Et c'est une des raisons pour lesquelles tout le travail de renforcement pur et dur que tu ferais à la salle, c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais mis en place parce que certains avaient le temps d'y aller, d'autres n'avaient pas. On n'avait pas accès à la salle au niveau collectif. Du coup, pour moi, ça. Alors, bien sûr, il faut être fort et ça va t'aider sur le terrain si tu es plus fort. Mais vu les demandes du sport, je considérais que le travail de force et le travail de préparation au combat pardon, de vitesse et de préparation au combat, lapsus révélateur, était presque plus important que d'essayer de pousser tout le monde à aller à la salle 2 fois par semaine, parce C'est qu'au clair. final, voilà, ça reste plus spécifique à la tâche et je pensais que c'était là où ils pouvaient en tirer le maximum. T'es plus avec Nyon, du coup, toi? Non, ça fait un peu plus d'une année que j'ai arrêté de travailler avec eux par Ok, manque de temps, tout simplement. C'était beaucoup, beaucoup d'heures de travail, du travail que j'appréciais grandement, bien sûr, hein, et c'est un groupe avec lequel je garde toujours contact. Je travaille toujours avec un des joueurs qui était capitaine à l'époque, ok, qui a maintenant effectué ses premières sélections en équipe nationale suisse. Et donc, je travaille encore avec lui en matière de consultant par rapport à sa programmation. D'ailleurs, on s'est vu hier pour mettre tout ça à jour. Il super. s'appelle Géraud, donc petit clin d'œil à Géraud s'il nous écoute. Mais sinon, non, par manque de temps, malheureusement, je ne peux plus être présent au terrain et dédier toutes ces heures Je comprends. à la prépa physique du club. Mais voilà, c'est l'évolution naturelle des choses, on va dire. Ça marche. L'échauffement dédié, sans forcément rentrer dans les détails, mais je voulais qu'on travaille un échauffement spécifique au combat, Mhm. qui axait vraiment sur les points qui allaient être les points clés de la séance. Donc Mhm. voilà, je leur laissais aussi cette trame d'échauffement dédié au combat. Je la laisse aussi au coach. C'est des choses, voilà, des ressources que le club pourra réutiliser quand ils voudront travailler ça. Mhm. Super. Ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir une certaine structure à ce niveau-là. Personnellement, quand je travaillais avec l'équipe, je prenais quasiment tous les échauffements, même si derrière, Ouais, ils allaient faire du rugby droit derrière. Je prenais toujours les premières 20 minutes pour faire 15 minutes d'échauffement en groupe et ensuite même 5 minutes super. de vitesse, juste une microdose pour cocher cette case-là chaque semaine. Parce qu'à mon avis, ça reste important, même si les gars ils vont sprinter en match, c'est pas dit que tout le monde atteigne leur vitesse de pointe sur chaque match. C'est clair. Surtout si tu as des périodes de 2 3 semaines où il fait mauvais, où tu sais que les mecs ils vont pas galoper. La dernière chose que tu veux, c'est que le jour où ils reviennent sur un beau jour et qu'il y a de l'espace, ils se pètent quelque chose. Donc, c'était le rationnel pour garder un tout petit peu de vitesse. Mais ouais, du coup, d'avoir une structure sur l'échauffement. Et c'est devenu vraiment assez rapidement une routine. Tout le monde savait quels exercices on allait faire, dans quel ordre. Il y avait un petit peu de variation, mais ça restait quand même assez cadré en termes de d'abord, on commence avec ces exos-là, ensuite, on passe là-dessus. Et aussi faire en sorte qu'on respecte le temps pour qu'ils puissent ensuite aller faire leur Ouais, rugby et qu'on ne perde pas de temps parce que quand tu as 1 heure et demie, 2 fois par semaine, il faut vraiment maximiser chaque minute. c'est Donc, c'est clair. quelque chose sur lequel j'essaie d'être assez pointilleux. À ce niveau-là, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Donc là, je te disais, ce soir, je vais faire une troisième intervention où on refonde un peu l'échauffement pré-match. Mhm. Et donc, toi, dans les ressources que tu donnais, tu détailles un peu une routine type d'échauffement pré-match. Qu'est-ce que tu penses, quel temps est nécessaire, c'est-à-dire quelle est la durée minimum et quelle est la durée maximum pour toi sur un échauffement, sachant qu'après, il y a certains gars qui vont jouer 80 minutes. Mhm. Toi, je crois que dans ton support, tu étais sur une base d'un peu moins de 30 minutes. Moi, j'ai eu du mal à caler les choses en moins de 40 minutes, donc on est sur un échauffement de 40 minutes. Mhm. Je me demande à quel point c'est pertinent. Je pense que tu n'auras pas de désavantage à faire un peu plus long sur l'échauffement. Bien sûr, tant que tu grilles pas tes mecs, mais avant qu'ils aient même commencé ou tes nanas avant qu'elles aient même commencé le match. Donc, et ça reste quelque chose qui est assez individuel, je trouve, avant les matchs. Tu as des gars qui aiment bien sortir avant, tu as des gars qui aiment pas faire trop long avant le match. Je pense que de toute façon, être bien chaud avant de commencer le match, c'est de toute façon un avantage. Donc, je te dirais même en amont de l'échauffement collectif, peut-être que c'est bien que tout le monde sorte 5 ou 10 minutes avant et fasse un petit footing juste pour commencer à bouger un petit peu. Et ensuite, et c'est ce que tu vois même, c'est ce que tu vois à haut niveau, hein, les mecs qui sortent de manière individuelle, ils vont faire leur échauffement, ils ont chacun leur routine. Donc, je pense que tendre vers ça, ça peut être une bonne idée, que chacun sache
ce qui leur convient et combien de temps ça va leur prendre, mais garde un cadre qui fonctionne quand même avec tout le monde au départ. Je pense que c'est mieux de commencer avec un cadre et par la suite dévier du cadre quand ça a du sens pour individualiser. Mais je vois pas de souci avec un échauffement un petit peu plus long pour faire en sorte que tu aies pu cocher toutes les cases et que tout le monde se sente vraiment prêt sans se sentir trop fatigué. Je pense que c'est juste trouver le bon entre-deux. Ouais, ça me paraît pertinent. Ok. Donc moi, je Je le, t'ai je le verrai comme ça. je t'ai envoyé en plus du coup la partie, le diapo que je fais ce soir sur l'échauffement. À Ok, l'occasion, ça tu me diras marche. ce que tu en penses. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Donc, on commençait sur la phase de core training à chaque fois. Là, j'avais fonctionné en Tabata. Je trouve que c'était assez simple, c'était timé, les gars ils comprenaient. Donc, on prenait le temps d'apprendre les 3 exercices de la phase. Donc, tu Ouais. vois, on repartait de cette position de référence en quadrupédie. Mhm. On augmentait un petit peu la complexité. Donc, le premier, c'est type le quadrupédie. Tu viens tendre une jambe devant, une jambe derrière, tu Mhm. alternes droite-gauche. Le deuxième que j'aimais beaucoup, tu pars de la quadrupédie, tu viens en rouler d'un côté, en restant bien gainé jusqu'à retourner en quadrupédie, puis repartir de l'autre côté. Ouais. Et le troisième, on partait de la position plutôt ankle touch. Là, enfin, l'idée, c'était de venir toucher la cheville depuis la position, ce que j'appelle spider bridge, là où tu es Ouais. à l'inverse de l'ours. Ouais, c'est ça. Donc, on apprenait ces 3 exercices, on avait 15 secondes de travail, 10 secondes de récup pour passer au deuxième. Mhm. On avait 4 tours. Entre chaque tour, 25 secondes de récup. C'était déjà assez sollicitant, assez demandeur d'un point de vue gainage, d'un point de vue même activation cardio. Les mecs transpiraient à la fin de ce gainage dynamique. T'as pas besoin d'utiliser des trucs trop compliqués en général. Et quand il y C'est a un clair. petit peu de coordination impliquée, ça fait tout de suite monter les tours un petit peu plus. C'est clair. Surtout pour ceux qui sont peut-être pas super calés là-dessus. Et petit clin d'œil à Julien, qui avant faisait du rugby du coup, qui maintenant pédale avec les bras sur des bateaux volants. Euh, Ok. et ouais, petit clin d'œil à Juju qui nous a fait ces vidéos. Et pour continuer les clins d'œil, on a 2 athlètes avec qui j'ai également travaillé qui bossaient avec le club de, ou qui, non, qui bossaient pas, qui s'entraînaient avec le club de Nyon. Donc merci les gars pour le temps que vous avez dédié à ces petites vidéos, c'était cool. Ouais, du coup, elles sont super parlantes. Tu vois tout de suite, en regardant des vidéos qui durent une quinzaine de secondes, l'intensité des exos. Ouais. Donc là, pareil, sur la lutte, 3 exercices qui étaient la lutte mano à mano, retour sur cette position de gainage, mais cette fois-ci en poussée latérale, Ouais. et arrachage de ballon à genoux. Donc, on Mhm. travaillait vraiment 3 positions différentes, 3 situations différentes. Avec l'implication de la lutte, on commence à rentrer dans le combat. Super. Sur le contact intégré, là, c'était du coup ce qui avait été intégré avec le coach. On alternait des phases très denses de 5 contre 5 sur vraiment petit terrain, Mhm. où les mecs, en gros, se rentraient dedans, voulaient voir des attitudes de plaquage, des attitudes des déblayeurs, Mhm. de contest. C'était sur des séquences très courtes et entre ces séquences, on faisait un petit peu de théorie sur le plaquage offensif et Mhm. sur le plaquage plutôt défensif. Mhm. Et on revenait à l'atelier de 5 contre 5 et on repartait sur des ateliers théoriques en alternance. C'était hyper éprouvant, mais sorti de là, les gars étaient très contents. Et du coup, toujours avoir, ça c'était le coach qui insistait là-dessus, il avait raison, toujours être proche de la fonction, que les gars comprennent pourquoi on leur fait faire ça, Mhm. à quoi ça va leur servir sur le terrain. Ouais, et ça, c'est vraiment le plus important parce que c'est cool de venir avec plein d'exos, mais si les mecs ou les nanas, ils comprennent pas pourquoi ils le font, on va plus Ouais, difficilement avoir leur attention sur la durée. Donc, vraiment leur montrer le transfert de ces positions dans le jeu ouvert, c'est extrêmement important parce que du coup, ça va les engager et les motiver à en faire un petit peu plus ou à en tout cas le faire un petit peu mieux parce qu'ils voient à quoi ça sert. c'est clair. Et du coup, on terminait par ce conditioning. Donc là, c'était un format AMRAP. En gros, Mhm. il devait, de la position bear, venir parcourir le terrain dans sa longueur. Mhm. Toutes les minutes, ils avaient une action à effectuer. Donc, minute zéro, ils commençaient par un front lift carry. Donc, ils devaient porter leur partenaire Mhm. sur 5 mètres chacun. Minute 1, ils devaient faire 10 squat jump. On réveillait un petit peu la puissance des membres infs. Minute 2, ils devaient faire de la mêlée 1 contre 1 en statique pendant 10 Mhm. secondes. Mhm. Minute 3, des roulades. Minute 4, des burpees pour les passages au sol.
Voilà, ça durait 5 minutes, mais c'était efficace. Et là, ils étaient bouillants pour la suite de la séance. Ouais, exactement. Donc, la vitesse était effectivement dédiée aux arrières. Donc, pareil, on commençait par un petit brief. Je leur expliquais un peu les phases qu'on allait travailler, Ouais. agilité, explosivité, accélération Mhm. et vitesse max. Pareil, une partie d'analyse de l'activité, de quoi ils ont besoin pour aller vite. D'ailleurs, on Mhm. parlait de vitesse, c'était un abus de langage parce que c'est pas que la vitesse. Et c'est aussi ce que tu expliquais quand on parlait, c'est vitesse, ça fait surtout appel à la vitesse de pointe. Mais en fait, le rugby, c'est la capacité à accélérer à partir de zéro, à changer de direction. C'est là que tu fais la différence. C'est ça. Et donc, technique, posture et coordination, travail du buste, réactivité, sprint lancé. Mhm. Donc, on détaillait rapidement tout ça, déroulé de la séance, l'échauffement dédié là aussi, puis les 3 phases intégrées dans le rugby. Ouais. Je leur donnais aussi des petits tips, de mettre de l'intensité progressive, d'y aller doucement et progressivement dès qu'ils travaillent ça. Le Mhm. concept de microdosage que tu évoques, c'est-à-dire c'est assez chronophage de travailler une séance entière de vitesse. Par contre, tu peux faire des rappels réguliers, vraiment cette notion de microdosage intégré à des entraînements pour pas perdre les acquis. Ça, je trouvais que tu l'expliquais super bien. Ouais, et je pense que pour rajouter un coup là-dessus, comme je l'ai dit avant, c'est ce que je faisais à la fin de minimum un échauffement par semaine. Ben, on finissait avec de la vitesse, même si c'était littéralement 2 ou 3 sprints, avec un petit peu de basse entre les deux, quelque chose d'un petit peu plus actif, juste pour que les mecs, ils aient, voilà, qu'on ait coché cette case et puis on ait beaucoup moins de chances d'avoir des dégâts derrière. Et plus tard dans la saison, une fois qu'on avait vraiment acquis ces bases de mouvement et de déplacement à haute vitesse, eh ben, on pouvait faire des sprints incurvés ou des sprints en contournant je créais des. Bah, comme si tu es sur une piste et que tu essayes de sprinter Ouais, dans la courbure de la piste. Mettre ça en place aussi, ou même faire des sprints en S, où tu vas aller ouais, chercher des changements d'angle, etc. Comme ça te permet de maintenir un certain aspect ludique aussi, parce que ça change chaque semaine. Les exercices préférés des gars, c'était toujours quand ils devaient se chasser. Donc, ils ouais, partaient les chats, c'est génial. à plat ventre à 2 3 mètres de distance et c'est le mec devant qui déclenchait et celui derrière, fallait qu'il réagisse et qu'il le rattrape sur 10 mètres. Ça te met un peu de compétition. Il y a tout le monde qui a le sourire aux oreilles et tu sais que les mecs, ils vont se donner à 100% là-dessus. Ouais, et notamment parce qu'ils comprennent l'enjeu, ça les met dans leur situation rugbystique, tu vois, C'est ils ça. doivent aller plus vite que le gars, ils doivent faire la différence, et il faut rester spécifique, donc pas forcément courir dans l'axe, mais comme tu disais, mettre des courses en S, etc., c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Et pareil, du coup, là, des petits conseils pour aller plus loin en prépa physique, autour des ischio-jambiers en excentrique, les mollets en plio. Mhm. Intégration tronc-abdos, je leur ai mis les vidéos que tu fais où tu es face au mur Ouais, et tu as différents exercices de posture et de coordination en appui ouais. sur le mur. Mhm. Ça, vraiment hyper intéressant à regarder et à mettre en place. Tu vois, ça même au cabinet avec mes patients en reprise d'appui, je les fais travailler énormément. Super. Donc au-delà de la prépa physique, même en réhab kiné. Ok, Hyper super. intéressant. Super. Un warm-up là aussi dédié, donc cette fois-ci on est vraiment beaucoup plus sur les membres inférieurs, sur le travail des ischios, le travail des pieds. Mhm. Donc ça aussi, même principe que pour le combat, mais adapté à la vitesse. Super. On partait du coup cette fois-ci sur des exercices d'agilité. À chaque fois, on avait 12 minutes par thème, 2 exos. Le premier, donc un peu type slalom parallèle en utilisant des piquets. C'était une notion de course. On se mettait en binôme et c'était celui qui allait le plus vite possible. On était sur des piquets très rapprochés, donc on est vraiment sur la cadence des appuis. Ouais. Et C'était c'était cool pour rentrer dans le. course balle en C'était main? court. C'est Ouais, ce qui est balle en noté? main. D'accord. Course Ouais. balle en main, c'est ça. Ouais. Là, donc l'échelle de rythme, on t'en parle pas mal aussi. C'est pas forcément un outil que tu préconises et je comprends tout à fait l'utilité, Mhm. et l'intérêt. Néanmoins, on l'a utilisé juste en préactivation, c'est-à-dire ils sont sur l'échelle. La consigne donnée, c'était cadence maximum et en même temps prise d'information du défenseur qui sera en face. Mhm. Et là, c'est le cutting 2 options, Ouais. exercice que tu détailles sur ta chaîne en fonction du choix du défenseur. Tu cut à droite ou tu cut à gauche. Ouais. Mais je mettais juste la petite échelle de rythme pour continuer ce travail de pied, de cadence et de prise de décision pendant que tu es en train de faire l'effort. Ouais, et pour ceux qui me suivaient à l'époque où je parlais un peu des échelles de rythme, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal critiqué.
mais ça reste un outil comme le Bosu. Si tu as Ouais, un bon rationnel pour l'utiliser, ça me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, c'est quand on n'a pas de rationnel pour l'utiliser et qu'on l'utilise juste parce que les autres l'ont fait ou parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça, je pense que c'est pas des assez bonnes raisons pour utiliser des outils de la mauvaise manière. Mais tant que tu as ton rationnel sur pourquoi tu l'utilises et comment tu l'utilises, j'ai aucun souci avec ça. Une petite question pour toi. Course balle en main sur les slaloms, tu les as toujours tous fait balle en main ou tu en as fait sans balle en main? non, on a commencé sans balle en main, ensuite on a rajouté balle en main, et ensuite on a rajouté consigne balle en main Ouais, avec changement de main. C'était à chaque fois, il y avait super. des consignes qui venaient s'ajouter au fur et à mesure, Ouais, ça, je pense en que c'est une augmentant en considération. complexité. Ouais, exactement. C'est une considération importante. Même si on veut toujours penser spécifique, on veut penser au terrain et à ce qu'on va être confronté, ce à quoi on va être confronté sur le terrain. La vérité est simplement que tu vas passer beaucoup plus de temps à courir sans ballon dans les mains qu'avec un ballon dans les mains. Donc, C'est clair. pour la personne qui dit ouais, mais c'est plus spécifique avec un ballon dans les mains, bah, je te dirais non, en fait. Pas nécessairement. C'est Parce qu'une peut-être pour. situation défensive, déjà, t'as pas le ballon dans les mains. Exactement. Et avant de rajouter une contrainte supplémentaire comme un ballon, ben, est-ce que tu sais courir sans ballon? Ça, c'est pour moi la première question à se poser. Et par la suite, certes, on peut rajouter de la balle en main pour l'aspect ludique, pour l'aspect technique aussi, comme tu l'as mentionné. Changer la balle de côté, c'est une compétence technique qui vaut la peine d'être acquérie et qui va certainement faire la différence sur le terrain quand tu peux la mettre en application au bon moment et pouvoir faire, voilà, changer de côté, mettre le raffut au bon endroit pour te protéger et continuer à avancer. Donc, ça, c'est tout des bonnes considérations à avoir. Phase 2, on passait dans l'explosivité, accélération. Pareil, ça, c'est des exos un peu inspirés de ceux que j'ai pu retrouver sur tes chaînes. Mhm. Tu as un relayeur qui fait la passe à un mec qui est en face à plat ventre. Dès que la passe part, le mec à plat ventre se relève, doit capter la balle Mhm. et cette fois-ci doit du coup partir, arrêter en allant prendre de vitesse soit à droite, soit à gauche Mhm. en fonction du relayeur qui sera allé toucher un plot soit à droite, soit à gauche. Ok, Donc là, je te fais la variante finale. On a commencé au début beaucoup plus simplement et à chaque fois, on rajoutait de la complexité. Au début, il n'y avait même pas de balle. ouais. Mais voilà, c'est à ça que ressemblait l'exercice. Et cet atelier, là, en schéma, il vaut pas grand-chose, mais c'est deux mecs en diagonale. Le défenseur fait une passe en diagonale à l'attaquant qui se lance et qui a le choix, du coup, de déborder dans la continuité de sa course Mhm. ou bien, finalement, de cutter et de prendre à l'intérieur le défenseur. Là, il y Ok, avait la partie du coach qui arrivait, qui expliquait, du coup, que le choix de l'attaquant allait se faire aussi en fonction de l'attitude du défenseur, la position de ses épaules par rapport à la ligne de touche. Mhm. Donc là, en fait, on est beaucoup resté sur cet exercice. On a beaucoup décliné du plus simple au plus complexe. Mhm. Et honnêtement, il rendait super bien. Et là, les mecs se sont régalés sur cet exercice. Et on voyait des qualités de vitesse et de pied de plus en plus efficaces, malgré la fatigue. C'est bon ça. Dernier atelier autour de la technique de sprint. Et on a repris des petits conseils que tu donnes, pareil, sur tes vidéos, type le sprint départ tombant. Mhm. Vraiment se lâcher en avant et essayer de monter après comme un avion qui décolle. Je te revois dire ça sur certaines de tes vidéos où les gars se marrent, mais c'est une super bonne image. L'avion qui décolle, les jambes en piston, les bras en marteau. Voilà, on Mhm. travaillait sur la technique de sprint et même plus particulièrement la technique de départ, en fait. Ouais, et ça, je pense que ça vaut la peine d'être mis en avant. C'est des qualités qui sont athlétiques avant tout, qui sont pas spécifiques au rugby, mais pour un sport qui te demande d'être efficace non seulement en vitesse max, mais comme tu l'as bien mis en avant plus tôt dans la discussion, de savoir accélérer et de faire la différence Ouais, sur un démarrage. Eh ben, si tu sais mieux utiliser tes segments, tes jambes, tes bras, eh ben, tu vas être plus efficace, tu vas simplement être plus puissant et tu vas pouvoir mettre une distance plus importante en un temps plus court. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est ce décalage entre ce que toi, tu arrives à appliquer comme force et de transférer cette force dans le sol afin d'accélérer. Si la personne à côté de toi ne peut pas le faire de manière aussi efficace, eh ben, auras déjà 1 ou 2 mètres d'avance. Et on sait que 1 ou 2 mètres d'avance en rugby, c'est beaucoup c'est beaucoup. et d'ailleurs, cet exercice à refaire, je le mettrais plutôt, voire même en premier, parce que Ouais. finalement, c'est des fondamentaux et je pense que le voir au début, ça aurait été plus pertinent. Le voir au début, au milieu et à la fin, bien sûr, si on a le Ouais, c'est temps, ça, parce que répéter. au final, tu peux jamais, c'est comme la technique en haltéro.
y a jamais un jour où tu vas te dire, allez, c'est bon, ma technique, elle est assez bonne. Du coup, j'arrête de Tout travailler le la temps revoir. technique et maintenant, je fais que je décroche le cerveau et je tire. Non, il y a tout le temps l'aspect technique et le sprint étant une de ces modalités à très, très haute vitesse et avec énormément de puissance générée. Et donc, tu te dois de revisiter cette technique fréquemment à l'intersaison, durant la saison, parce que c'est jamais quelque chose qui est acquis, c'est toujours quelque chose qui doit être en développement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans la capacité à courir, dans la capacité à bien courir, que Ouais, comme tu dis, c'est comparable à un snatch en haltéro. Il faut penser exactement. à tout. Bah, c'est pareil pour Exactement. courir. Exactement. Dernier atelier, on l'a pas fait. On est revenu sur l'atelier d'avant qu'on a décliné. Mhm. Si je devais en rajouter un, il y en a un que j'aimais beaucoup. Tu parlais de chasse. C'est celui où, par exemple, les deux mecs partent dos à dos, enfin, l'un à la queue leu, disons. Oui. Et au coup de sifflet, c'est un demi-tour et chasse rapide. Ça, Ah c'est ouais. hyper fun, hyper ludique et ça travaille différentes qualités. Et ça, il y a des super départs d'exercices comme ça où tu le fais par exemple, t'es en pas chassé, par exemple, ou en pas chassé bas sur tes appuis, Ouais, l'un à côté de l'autre, et tu fais ça par deux, et il y a toujours un gars qui déclenche et qui va essayer de mettre de la distance et l'autre qui doit le suivre, mais à partir de ces différentes positions, d'abord en statique, ensuite en mouvement, on peut rajouter de la complexité, on peut partir dans tous les sens, mais c'est, comme tu l'as dit, l'aspect réactif, parce qu'au final, on travaille ses qualités techniques, par exemple sur une accélération de manière très isolée, hein, c'est de l'isolation ouais, de compétences techniques, mais pour l'intégrer ensuite, il y a une telle partie du rugby qui se fait sur la lecture du jeu, la lecture du mouvement de l'autre, de la personne qui est en face, et de savoir comment agir ou réagir selon ce que tu vois en face de toi, que d'inclure vraiment cet aspect de réagir à quelqu'un d'autre qui bouge d'une certaine manière, c'est extrêmement pertinent et je dirais que euh, même si ça fait voilà, plus d'une année que je n'ai pas travaillé dans le rugby à proprement parler, je dirais que c'est une qualité que je mettrais encore plus en avant aujourd'hui. Le fait de savoir lire l'opposition, de savoir comprendre un petit peu à l'instar des footballeurs qui savent lire le déplacement précoce d'un gardien lors d'un penalty c'est clair. et savoir de quel côté ils vont plonger et savoir faire un contre-pied ou partir de l'autre côté. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Si tu sais lire le déplacement de quelqu'un au niveau de ses appuis et de ses mouvements, eh ben, tu vas être beaucoup plus efficace parce que si tu peux gagner même une demi-seconde sur ta prise de décision, ça C'est peut faire clair. la différence. Finalement, ça, c'est aussi bien des qualités musculaires que nerveuses et attentionnelles. Et c'est vraiment l'aboutissement de le nerveux, l'attentionnel, le neuromusculaire, l'activation des unités motrices au bon moment, en ayant pris les informations. Donc, en fait, ces exercices de réactivité en fonction de la décision d'un mec synthétisent pas mal de qualités C'est nécessaires ça. dans le rugby et les autres sports co d'ailleurs. Avec le prérequis, je dirais quand même, de la technique de mouvement de base, du sprint, de l'accélération, Clairement, parce que tu peux avoir la meilleure prise de décision possible. Si tu es lent comme tout parce que tu bouges comme de la merde, eh ben, tu vas pas servir à grand-chose. clairement. Et ça, c'était le rappel du coach sur les attendus rugby. Super. Voilà. Mais ça, je trouve vraiment génial que vous ayez fait ça en collaboration. Et je pense que c'est de toute façon l'avenir du sport, de peu importe le niveau, hein, c'est d'avoir une communication et une cohérence au niveau du staff et qu'il y ait une communication qui soit vraiment prononcée et même une collaboration sur le maximum d'aspects possibles. Parce qu'on doit intégrer toutes ces différentes compétences les compétences techniques, les compétences tactiques. D'ailleurs, tu le vois maintenant, les staffs des équipes de rugby pro, tu as un coach défensif, un coach offensif, tu as un C'est coach clair. de mêlée, tu as un coach de touche, tu as vraiment des spécialistes en fait qui viennent se greffer, mais tu dois vraiment tout travailler ensemble. Tu peux pas juste travailler dans ton coin et pas intégrer le travail parce que au final c'est la cohésion de l'équipe dans l'exécution de tous ces différents systèmes qui sont mis en place qui va se manifester et faire la différence sur le terrain, quoi. C'est clair. Et tu vois, c'est vrai que d'être passé du statut de kiné dans un club au statut un peu plus de prépa dans un club, je trouve qu'en tant que prépa, la communication, elle est plus simple avec le staff technique que Mhm, quand tu es kiné, mhm. où parfois tu es un peu seul dans ton coin. À la Ouais, limite, tu échanges un peu avec le prépa. ouais, Même normalement, tu échanges avec le c'est prépa. ça. Par contre, quand tu es kiné, tu échanges quasiment pas avec le coach, à part pour lui dire oui ou non, ou peut-être, tu vois. Ouais, Et je ouais, ouais. suis content parce que du coup, je me rends un peu plus compte. Et je trouve que ce rôle du prépa dans un club, il est un peu le noyau, un peu la jonction entre le médical et le technique. C'est ça. Et je pense que en tant que préparateur physique, on peut avoir une influence positive sur pas mal d'aspects
étant donné qu'on voit la chose de manière un peu plus détachée. On n'est pas nécessairement on n'est pas super impliqué dans. Alors, ça dépend comment le club est structuré, à quel niveau tu évolues, bien entendu. Mais en général, bah, tu n'es pas aussi impliqué dans toute la phase stratégique, tactique du jeu, parce que c'est en général pas ton créneau. Et de ce fait-là, tu peux avoir un regard un petit peu extérieur sur le groupe, sur les individus aussi, peut-être relayer certaines informations au coach. Et comme tu l'as dit, hein, au kiné également, de manière transversale. Donc, je pense que c'est un rôle qui est très, très important et qui peut être. Bon, moi, j'ai eu de la chance quand je suis revenu à Nyon, je connaissais bien la majorité des personnes qui jouaient encore. Le président, je jouais avec lui à l'époque en Ok. tant que joueur. Donc, j'avais pas mal de latitude sur comment mettre les choses en place. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, qu'il y a encore pas mal de peut-être de réticence de la part de certains coachs qui travaillent à l'ancienne, entre guillemets, et qui veulent peut-être pas changer la manière dont ils font les choses. Que si t'es pas en train de dégueuler après ta première séance de l'intersaison, et ben c'est que tu travailles pas assez dur, ce genre de rhétorique. Mais je pense que plus on peut avancer vers une communication des différents intervenants du staff, et mieux ce sera pour les joueurs et pour le club de manière générale. T'as tout dit, Sean. Bon, bah c'est bien. Super. Bah, écoute, Thibaut, merci d'avoir pris le temps. J'ai deux, trois questions pour toi. Je vais te garder 2 secondes après que je termine l'enregistrement. Mais en Ok. tout cas, merci d'avoir partagé ton travail aussi, hein, parce que c'est le travail que tu as mis en avant et que tu as mis en place, qu'on a partagé là sur les slides. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et c'est cool de voir le matériel que j'avais mis à dispo rester utile même 2, 3 ans après. Et au sujet du partage des données, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on passe tous plus ou moins par les réseaux sociaux, par YouTube, etc. Et je trouve que euh, partager ce qu'on fait, montrer son travail et pas le garder secrètement, enfin, Mhm. surtout dans le rugby amateur, clairement, tu t'en fous un peu. À la limite, tu es en top 14, c'est autre chose. Mais bah, ça permet de faire avancer tout le monde, ça permet de faire avancer la communauté, au même titre C'est que ça, les chercheurs qui partagent leurs publications en accès libre. Moi, je suis vraiment exactement. pour cet échange et ce partage de connaissances et de données. Et donc, merci beaucoup parce que toi, tu fournis beaucoup de travail. Tu mets ça en accès libre et ça sert, je pense, à beaucoup plus de personnes que moi. Donc, c'est cool. Merci à toi, Sean. Très content de l'entendre. Merci à toi pour ton temps et bonne suite. Ouais, salut.